Nous sommes au quartier Santa Barbara à Yaoundé, dans la capitale politique du Cameroun. Nous venons assister à la 3e édition de Patrimoine et Héritage. Mais c'est la 5e année, mais il faut le dire, ça a commencé en 2017, ça s'est bien passé, en 2018 également, mais en 2019, Covid faisant en fait, non c'était en 2020 plutôt, oui, que ça n'a pas pu avoir lieu à cause du Covid, mais en 2019 non plus, parce que Monsieur Jean-Marie Thénault, l'initiateur, voulait réfléchir à comment mieux penser le projet pour l'améliorer. Et justement, nous sommes en 2021 aujourd'hui, donc à la 3e édition. Nous allons toquer pour voir qui nous ouvre. Bonsoir. On avait pris rendez-vous, Patrimoine et Héritage, 3e édition. Ah oui, c'est ici, vous pouvez entrer. Merci. Ok. Quel est votre rôle dans cette 3e édition de En Patrimoine et fait, Héritage? déjà je suis le graphiste de la 3e édition du Patrimoine et Héritage. Donc tous les supports visuels que vous avez déjà eu à voir et déjà les différentes vidéos que vous voyez sur la toile, c'est moi qui les ai conçues. Vous avez un projet? Parce qu'on sait que Non, une dizaine Bon, cette année. oui, il y a une dizaine, mais moi, je n'ai pas de projet. Je suis juste là pour les accompagner et si je suis plus là, c'est pour toujours continuer à faire des montages graphiques tels que et vidéos aussi. D'accord, justement, on va découvrir l'affiche avec tous les partenaires. Voilà. Ouais. Donc là, déjà, nous avons plus précisément le logo du Patrimoine Héritage qui a été conçu cette année par moi. Et aussi comme partenaire, évidemment, les films du Raffia, la maison de production et de distribution de l'initiateur même du projet, M. Jean-Marie Thénault, qui va nous en parler. C'est tout de suite. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons un invité très spécial, un cinéaste camerounais qui a fait ses preuves dans le milieu, dans l'émission qui s'intitule « Au fil de vos œuvres, votre vie ». Il s'agit de Monsieur Thénault. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes né en fait non loin de Banjul, dans les années 1954, c'est bien cela? Oui, je suis né à Banjul, pas non. Oui. Je suis né à Banjul dans un petit village qui s'appelle Famley. Voilà, et oui, je suis né, il paraît, en 1954, donc ça paraît très lointain et tout ça. Et votre signe astrologique est taureau. Je suis taureau. On dit des taureaux qui sont vifs, travailleurs, énergiques. Et vigoureux. Exactement, vous confirmez. Je confirme. Et en ce moment, c'est vrai que vous êtes né plutôt du côté d'ici, au Cameroun, parce qu'en effet, nous sommes aujourd'hui à Yaoundé, la capitale politique du pays. Et vous vivez plutôt de l'autre côté, en France, dans le sud de la France, dans le département de l'Hérault, ou bien ça a changé? Vous avez déménagé entre-temps? Disons que je ne peux pas dire que je réside là ou là. Je suis au Cameroun et je crois que quand je suis au Cameroun, je suis au Cameroun. L'idée qu'on me demande ma vie là-bas a toujours été une parenthèse. Une parenthèse qui s'est étirée et une parenthèse qui pourra aussi se refermer. Justement, donc je suis à Yaoundé, j'ai grandi une bonne partie de ma vie à Yaoundé, j'ai fait mes études au lycée Leclerc et donc je connais très bien cette ville. Quand je suis là, c'est comme si j'étais à la maison. Justement, on va voir dans vos œuvres documentaires que vous parlez beaucoup en fait des problématiques d'origine, les racines. Enfin bon, on va le développer, vous allez mieux comprendre. Il faut savoir que Monsieur Thénault a une société de production aussi, de films, films de Raffia. D'ailleurs, le nom, c'est assez rigolo. Oui. Raffia, comme le fameux vin que nous buvons ici, qui saoule beaucoup d'ailleurs. Ah bon? Mais le raffia, le vin de raffia est sucré quand il vient d'être tiré. Et c'est avec le temps qu'il prend de l'alcool et qu'il prend de la force. C'est vraiment un connaisseur. Mais bien sûr, puisque chez nous, pendant l'enfance, pendant les vacances, vigner le vin de raffia était presque une activité à laquelle on assistait souvent. Très bien, nous allons y revenir justement sur votre enfance. Et vous êtes aussi membre de l'Académie des Oscars. Oui. Ça, c'est assez peu de personnes le savent. Oui, pourquoi vous êtes discret à ce sujet? C'est volontaire? Disons que, qu'est-ce que je devais faire? Est-ce que je devais le crier sur tous les toits que j'étais membre de l'Académie? Oui, c'est un grand privilège. Beaucoup aimeraient. Il y a beaucoup de prétendants pour peu d'élus. Mais justement, ce qui est de particulier dans l'Académie des Oscars, c'est qu'on ne prétend pas, on ne fait pas une demande, on n'essaie pas. C'est par invitation
et par cooptation. C'est-à-dire que des gens qui sont déjà membres de l'Académie, euh, dans l'année qui vient, on leur demande s'il y a des gens dont l'œuvre justifie qu'on les intègre dans ce cercle un peu assez restreint de gens. Et comment ça se passe? C'est pour une durée déterminée? Non, on est membre de l'Académie à vie. À vie, waouh! Oui. Et donc, pour ce qui est de l'Afrique, c'était en 2016, 2015-2016, il y a eu un mouvement au niveau des États-Unis, pour l'Académie des Oscars aussi, de dire que cette académie était trop blanche. L'académie, qu'il y avait trop de blancs, et donc du coup, ça faussait forcément toujours le vote. Et donc, il y a eu beaucoup de débats en interne, et ils ont décidé d'ouvrir l'Académie des Oscars au reste du monde. Pour donner de la chance aux films, justement, en provenance d'Afrique. Pas seulement d'Afrique, en provenance de toutes les parties minoritaires du monde, Amérique latine, Asie. Et donc, du coup pour l'Afrique, cette première année en 2017, il y a eu l'invitation de 3 réalisateurs dans la section documentaire. Parce que moi, je suis membre de l'Académie des Oscars dans la section documentaire. Donc, il y a eu John Akomfra, il y a eu moi, et puis Jian Altari. En fait, ce qui se passe, c'est que quand un film, quel qu'il soit, arrive à la short list des Oscars, c'est-à-dire que parmi les 5 films qui sont nominés, ou maintenant peut-être les 12 films qui restent au moment du vote, automatiquement, les réalisateurs sont invités pour devenir membres de l'Académie. Et sinon, on peut inviter des gens dont l'œuvre justifie, et dont l'œuvre a fait preuve d'originalité, dont l'œuvre enrichit la pratique cinématographique par non seulement ses réflexions, sa méthode ou la forme qu'ils explorent. Et donc c'est ainsi que, au niveau documentaire, mes films personnels que les gens ne prenaient pas au sérieux sur le continent parce qu'ils trouvaient que c'était des films politiques ou engagés. Mais en fait, ailleurs, les gens trouvaient qu'il y avait là-dedans une voix à la fois personnelle et novatrice. En fait, vous enseignez, on sent bien que vous maîtrisez le domaine. Vous enseignez aussi bien en France qu'aux États-Unis. Dites-nous en plus pourquoi. Mais disons qu'en tant que cinéaste, ce qui se passe souvent, c'est que la plupart des documentaristes ont besoin aussi de vivre, parce que le documentaire tout seul ne nourrit pas son homme. Et l'enseignement, c'est aussi un des espaces où on peut travailler sur la transmission. Et comme le documentaire, souvent aussi, les questions de transmission se posent, parce qu'on aborde des sujets historiques, la mémoire. Donc en fait aussi, on a parfois besoin d'accompagner ces films par de la documentation, par de la recherche, par une grande réflexion sur les sujets qu'on a abordés. Et souvent, ces éléments finissent par se retrouver dans les cursus scolaires. Par exemple, j'ai un film que j'ai fait en 1992 qui s'intitule « Afrique, je te plumerai ». C'est un film qui, depuis cette année-là, est utilisé dans les universités toutes les fois qu'on parle de la colonisation comme élément d'introduction à la problématique de la colonisation. Et puis, certains autres de mes films, puisque toutes les fois que j'aborde un sujet, je fais une recherche exhaustive et puis j'essaie de donner suffisamment d'éléments pour que la manière dont j'aborde le sujet soit la plus créative et la plus complète possible. Vous parlez de la formation à l'étranger, mais du coup, quand vous étiez plus jeune ici, est-ce qu'il y avait des formations comme documentariste ou même simplement dans le cinéma, de façon plus générale, dans l'audiovisuel? Comment ça s'est passé? Est-ce que vos parents d'ailleurs étaient d'accord? Est-ce que cette vocation, à quel âge cette vocation est née? Voilà, ça fait beaucoup de questions. Oui. Comment par laquelle alors? À quel âge à quel âge j'ai commencé pour le documentaire? Je ne saurais même plus, je ne me rappelle pas, puisque ma passion c'était pour le cinéma. Et puis, en commençant à faire, quel est le cinéma qui naturellement m'attirait? C'était parler du réel. Parce que c'est la question en fait, pourquoi le cinéma? Quand on est originaire d'Afrique, de quel cinéma on rêve en fait? Et donc moi j'ai rêvé d'un certain type de cinéma, et qui était la comédie. J'ai trouvé que la comédie, j'aimais bien ça, mais en même temps, quand on voit le travail qu'il faut pour faire un film, on se pose des questions. Comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va se permettre de dépenser énormément de moyens juste pour une comédie? Ou alors on se dit, je fais ce film, peut-être que c'est le dernier film que je fais. Et donc du coup on essaie de mettre tout ce qu'on a dans les tripes sur ce film. Et c'est ainsi que quand j'ai commencé, je voulais faire des comédies. Mais petit à petit, j'ai commencé à aborder des sujets de plus en plus lourds et de plus en plus importants. Et vos parents cautionnaient cela?
Ben, disons que j'ai une situation familiale assez particulière. Et bien sûr, les parents, comme tous les parents, rêvent qu'on devienne ingénieur, Avocat. docteur, avocat éventuellement. Et en fait, ils n'auraient jamais pensé que je ferais du cinéma. J'ai fait des études, j'ai commencé à travailler à la télévision comme monteur. Je pouvais travailler comme technicien à la télévision, mais comme j'avais besoin de m'exprimer, de dire des choses, de parler de choses, de montrer, de filmer des choses, j'ai commencé en tant qu'autodidacte à faire du cinéma. Et avant justement d'entamer vos formations à l'étranger, est-ce que ici, avant de quitter le pays, vous êtes formé, bon, on sait que vous étiez au lycée classique de Bafoussam, mais qu'en est-il pour le collège aussi Donc, oui. vous êtes bien renseigné. J'ai passé ma dernière année de lycée, c'était la terminale au lycée classique de Bafoussam. Mais avant ça, j'étais ici à Yaoundé au lycée Leclerc, où j'ai passé jusqu'en première, j'étais au lycée Leclerc ici. Jusqu'en première. Et à l'époque, bon, les gens trouvaient ça curieux que quelqu'un quitte le lycée Leclerc pour aller au lycée classique de Bafoussam. Oui, c'est le contraire, normalement, on quitte du village à la ville, pas Voilà, de la ville au village. voilà, mais comme les conditions de vie à Yaoundé n'étaient pas simples, et comme Oui. j'ai presque grandi tout seul dans cette ville, et donc, bon, ça devenait de plus en plus difficile. À l'époque, je recevais de la nourriture de ma mère à travers des motoboys qu'elle connaissait, à qui elle confiait des ignames et des arachides que j'allais récupérer à la gare routière tous les lundis ou tous les jeudis. Donc ça faisait que c'était pas simple quoi, pour un adolescent de vivre de si peu quoi. Donc ça faisait que pour pouvoir passer une année de terminale quand même plus confortable, j'ai pris cette décision d'aller au village et de passer mon année de terminale à Bafoussam. Quoi. Et dans quelles conditions vous arrivez à l'étranger, en France? Mais c'était vraiment une coïncidence parce que Voyagez en avion? Oui, bien sûr, je voyage en avion, mais ne connaissant personne, il y avait des concours de bourse, des choses comme ça. Et je suis allé à l'étranger d'ailleurs plusieurs fois. J'ai d'abord été en Angleterre. J'ai passé là, personne ne vous en a parlé, mais après le bac, il y a eu un concours pour aller dans une école polytechnique en Angleterre. Et je me suis retrouvé là-bas, mais je faisais des choses qui ne me plaisaient pas, qui ne me passionnaient vraiment pas. Et j'ai passé une année où je ne me suis pas plu. Et quand je ne me plais pas, quand je ne suis pas, ben, je fais rien. Et puis comme en plus, il y a quelque chose que je n'aimais pas, c'est le sentiment qu'on me donnait à l'époque de devoir être reconnaissant d'être là. Alors au bout d'une année, ben, ils ont commencé à me faire des problèmes au niveau de la bourse et tout ça. Et donc du coup, à un moment, je me suis dit, bon, écoutez, vraiment, ça suffit, j'en ai ras-le-bol, je rentre. À cette époque-là, voyager en avion, mais ce n'était pas donné. Vous étiez d'une famille nantie? Mais non, mais je vous dis Moyenne. que j'ai passé un concours. Si je passe un concours, ça veut dire D'accord. que les frais d'avion sont pris en charge par l'institution, le British Council à l'époque, et par le gouvernement britannique. C'était une bourse du gouvernement britannique. D'accord. Et donc, je suis allé, j'ai passé une année. Ils m'ont cassé les pieds pendant 3 mois. Et au bout d'un moment, je leur ai dit, bon, écoutez, franchement, j'en ai ras-le-bol, je rentre. Et je suis rentré au mois d'octobre. Un mois d'octobre, à la surprise générale, parce que les gens me disaient, mais tu as déjà été jusque là-bas, comment tu fais pour rentrer? Tout le monde me disait, même les responsables de l'institut, ils disaient, pourquoi rentrer? Non, il fallait pas rentrer, il fallait rester, on allait se débrouiller à résoudre. Mais bon, je suis rentré et j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à travailler à la radio, comme technicien à la radio Cameroun d'ailleurs. Pendant combien d'années? Une année, à peu près une année, un peu plus. Et vous aviez quel âge? Je ne sais plus. Est-ce que l'âge est important? Pourquoi est-ce que vous aimez toujours poser des âges? J'avais l'âge de mes artères à l'époque et de mes décisions et de mes choix. Toujours est-il qu'au bout de quelques mois à la radio, j'ai passé le concours d'entrée à l'école polytechnique de Yaoundé où j'ai été reçu. Et normalement, j'aurais dû faire le cycle d'ingénieur de conception, mais c'était en génie civil et tout ça. Mais ça ne me plaisait pas, le génie civil. Non. Et donc, du coup, je me suis dit, la chose qui était la plus proche de ce que je faisais jusque-là, c'était l'électronique. Et il y avait de l'électronique dans le cycle court. Et j'ai commencé un cycle court d'ingénieur polytechnicien à l'université, à l'école polytechnique. Mais alors, en même temps, j'avais fait un concours pour faire un stage à l'INA de 2 ans. Et il y avait à l'école polytechnique beaucoup de choses aussi qui m'agaçaient, qui me gênaient, qui me posaient problème.
Donc, au bout de quelques mois, bon, c'est vrai peut-être que c'est aussi une forme d'instabilité chronique. J'en ai eu marre, je me suis dit, bon, si je dois partir, donc j'ai fait un passeport puisqu'on m'offrait la possibilité de partir à l'INA. Donc, je suis parti à l'INA et j'ai tous mes camarades Polytech dit, mais tu es fou, comment tu veux quitter Polytech pour aller? Et, ah, bon, je suis parti. Et une fois que j'y été, j'ai fait ce stage de 2 ans à l'INA et puis je suis entré dans un IUT, j'ai fini le DUT et puis je suis entré à l'Université de Valenciennes pour faire une licence en technique audiovisuelle, une maîtrise en communication audiovisuelle. Et j'ai commencé à travailler à la télévision française. Et puis, à l'époque, la télévision n'existait pas encore au Cameroun. Donc, c'est une licence qui vous ouvre en fait la porte vraiment professionnelle en fait, voilà, du métier. Absolument. Et puis, on faisait les stages. On était une des premières promotions qui faisait technique audiovisuelle à l'Université de Valenciennes. Et donc, du coup, la télévision recrutait presque tous ceux qui sortaient de cette... Oui. Et donc, du coup, je me suis retrouvé à la télévision française comme technicien vidéo d'abord et puis ensuite comme monteur. Et je suis resté à peu près 15 ans à la télévision. Et quand vous sortez votre premier film en court-métrage en 1983, est-ce que vous travaillez toujours ou bien vous avez arrêté définitivement? En fait, c'était à 29 ans que vous avez sorti ce court-métrage-là. Il s'agissait de Chouba. Oui, voilà. Et oui, est-ce que vous avez tout laissé? Mais non, pour faire un film. Oui. Pourquoi voulez-vous qu'on laisse tout pour faire un film? Il y a des passionnés. Mais oui, mais quand on est passionné, on peut... Attendez, moi je travaillais à la télévision. Oui, et pour donc, une chaîne de télévision nationale. Et donc, voilà, française, une chaîne de télévision. Et donc, je m'étais acheté une caméra. Oui. Une petite caméra qui était à moi. Et donc, avec mes copains, on avait un journal qu'on avait lancé qui s'appelait Boana. Et le promoteur de ce journal, d'ailleurs, est ici à Yaoundé, c'est un certain Malet Maljam, qui est un roi d'une des tribus, dans une des régions. Et il est à Yaoundé maintenant. Je l'ai rencontré récemment. Que nous saluons. On a bu un peu de vin ensemble. C'était vraiment très bien de le revoir. Donc il y avait aussi parmi les gens de l'époque d'Amboina, il y avait Michel Lobé-Wané, il y avait Vianney Ombenzana, il y avait qui que j'oublie parmi les gens. Il y avait Blaise Ndjeoya. Donc bref, il y avait des gens tous ceux qui réfléchissent. Et il y avait Simon Djami aussi, que j'oublie. Donc on faisait partie de la même équipe de Boana Magazine. Et donc moi je m'occupais de la partie cinéma. Et c'est ainsi que en 83, même tout en travaillant à la télé, je vais au FESPACO pour la première fois. Et je vais couvrir le FESPACO pour ce journal que nous avions, ce petit journal Boana. Et c'est là que je suis confronté au cinéma et au cinéma africain. Et justement, après, vous continuez, parce qu'en 1985, vous faites 2 courts-métrages en l'espace d'une année. Il s'agit de Hommage et Fièvre jaune taximan. En fait, j'ai senti comme si vous avez de plus en plus l'engouement de faire des productions, de faire du documentaire. Donc, vous étiez pris, en fait, finalement, à ce moment-là, au point de faire 2 productions d'une année. C'est beaucoup quand même, sachant le travail que ça demande d'un documentaire, de recherche. Mais non, mais là, c'était des courts-métrages. Et c'était aussi une époque où le temps, c'est quand on est passionné, on ne voit pas passer le temps. Donc, à l'époque, d'abord, Hommage, parce que ces 2 films sortent en même temps. Et ces 2 films ont une histoire qui se recoupe, quoi. Fièvre jaune taximan était un film que je faisais en hommage à tous mes cousins et oncles que toutes les fois que j'arrivais ici à Yaoundé, c'était des chauffeurs de taxi. Pourtant diplômés. Oui, des chauffeurs de taxi. Il y avait beaucoup de compétences. Voilà, qui étaient Non, ils n'étaient pas diplômés, eux, ils étaient vraiment chauffeurs, c'était leur métier. Mais quand j'arrivais, par exemple, on se disait, on va découvrir la ville. Et quand on ne s'était pas vu depuis longtemps, je m'asseyais à côté passager et il ne leur restait que 3 places pour travailler. Donc on passait 2 heures, 3 heures à circuler en ville, en causant, en bavardant, alors qu'ils travaillaient un peu derrière. Et donc, puisque je faisais souvent ça, ça me faisait plaisir, c'était très agréable de découvrir la ville comme ça. J'ai voulu faire un film justement pour rendre hommage à ces chauffeurs de taxi avec quelqu'un qui prend des passagers et toutes les conversations entre eux, entre les passagers et lui, et entre les interactions des passagers, était la matière de ce petit film, qui était un film de 30 minutes à peu près. Mais ce qui s'est passé, comme on est dans un pays où l'administration est toujours tellement tatillonne, à l'époque, il fallait demander une autorisation de tournage. Ce que j'avais fait, j'avais demandé l'autorisation de tournage en 1984 pour pouvoir tourner Fièvre jaune taximan. Une autorisation de tournage qu'on ne m'a pas accordée.
ou alors on me l'a accordé quand il savait que j'étais reparti, parce que j'avais pris mon mois de vacances, et pendant mon mois de vacances que je souhaitais tourner le film. Donc, comme les Camerounais sont spécialistes dans l'art d'une forme de méchanceté absurde, les gens se renseignent pour savoir quand tu pars. Pendant tout ce temps, tu es là, tu attends l'autorisation qui ne vient jamais. Et quand tu pars une semaine après, on t'envoie un message disant « Oui, ton autorisation est prête au ministère, est-ce que tu peux venir la chercher ?» Et donc, du coup, je m'étais réfugié au village comme j'attendais cette autorisation en vain. Et comme je venais aussi à l'époque pour des funérailles de mon père, qui ont été organisées en 84, j'ai profité avec la caméra que j'avais. J'avais la caméra, j'avais la pellicule. J'ai commencé à filmer mon village, ma famille et un peu les funérailles de mon père. Et donc, du coup, j'avais de la matière pour faire le film Hommage. Mais en 85, justement, comme j'avais l'autorisation, j'ai pu tourner ce que je voulais tourner avec Fièvre jaune taximan. Et les deux films, en fait, se sont terminés à peu près la même année. C'est pour ça que j'ai eu deux films cette année-là. Parce qu'il y en a un que j'avais tourné l'année d'avant, avec mes moyens propres, et puis qui ne s'est terminé qu'une année plus tard. D'accord, là vous racontez l'histoire de ces deux courts-métrages-là. Il y en a aussi un autre que j'ai beaucoup aimé, en fait, qui parlait d'une Algérienne en 87, la gifle et la caresse. Oui, en fait, pourquoi en fait parler de l'Algérie dans un Mais pourquoi on ne vous catalogue pas à l'Afrique subsaharienne? Non, pas du tout. Pas du tout. C'était une histoire que j'avais écrite. Bon, c'était dans un quartier qui était un quartier. L'immigration m'intéressait. Moi, je ne sais rien pas l'immigration en Afrique subsaharienne, Afrique du Nord. Pour moi, on était africains et donc j'ai trouvé que cette histoire était plus plausible. Et l'immigration algérienne et nord-africaine était beaucoup plus présente sur le territoire à l'époque parce que nous, on était presque parmi la première génération d'Africains qui étaient étudiants mais qui n'étaient pas aussi établis que les générations de Et c'est plutôt présenté comme un court-métrage documentaire, mais je sens un côté fiction. C'est de la fiction. C'est de la fiction pure. La gifle et la caresse, c'est de la fiction pure. Ah, pure. Oui, c'est vraiment de la fiction. C'était un film de fiction. J'avais écrit le scénario. On a eu l'aide du CNC. On a pu tourner avec une équipe professionnelle pour la première fois. Parce qu'avant, c'est moi on se débrouillait. Mais là, c'était... L'histoire est vraiment très belle. J'ai envie de la préciser aux téléspectateurs. En fait, il s'agit d'une Algérienne qui quitte son pays, l'Algérie, pour rejoindre son mari en France. Et arrivée là, en fait, elle rencontre une femme indépendante, libre, qui est dans une relation. Cette relation va la faire fantasmer en quelque sorte et ça va la pousser en fait à prendre des décisions différentes dans sa vie. Mais vous avez bien vu, hein, franchement. Oui, c'est très plaisant. Je vous invite à aller découvrir. Vous allez justement donner peut-être vos actualités sur vos différentes pages. Il y a Vimeo où il y a toutes vos productions, la majorité, où, voilà, où chacun peut découvrir, savourer ces ouvrages-là. Ensuite, nous allons parler de l'eau de misère, pardon. L'eau de misère, oui. En fait, c'est une production qui m'a marqué par le côté engagé, parce qu'en effet, là, en fait, ça parle des conditions d'accès à l'eau. Oui. 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 Bikutsi Water Blues, avec comme sous-titre L'eau de misère. Ça, c'est mon premier film vraiment qui commence à questionner l'environnement dans lequel nous vivons. Et je ne dirais pas que c'est un film engagé, parce que comment peut-on ne pas être engagé quand on voit l'ampleur de tous les problèmes auxquels les gens doivent faire face dans ce pays? Parce qu'en fait, voilà, au moment des indépendances, quand les Camerounais prennent en charge les affaires du pays, et ce n'est pas comme s'ils prenaient en charge un pays où tout était résolu, où tout marchait pour le meilleur, où tout était fantastique. Non, c'était un pays où tout était à faire. C'était un pays où il y avait tellement de problèmes à résoudre. Donc, quand on était au lycée, au moment de l'indépendance, on savait qu'il y avait du boulot et il fallait faire tellement de choses et qu'un jour, peut-être, ce pays deviendrait aussi beau que tous les autres pays du monde parce que, justement, on allait résoudre tous ces problèmes. Mais alors, on se rend compte que la joie des indépendances et aussi le défi que les gens étaient prêts à relever, très vite, certains se sont totalement désintéressés de ça et se sont mis à faire tout et n'importe quoi, et même à empêcher justement tous ceux qui pouvaient penser, de continuer de penser, de continuer de réfléchir sur la société, parce que ça les gênait. Eux, ils étaient installés, ils vivaient bien, et je crois que ça devait être tout. La question d'eau pour moi était une question centrale, parce que quand je vivais à Mbogada, on vivait dans un quartier... à Yaoundé. À Yaoundé, un quartier de Yaoundé. On vivait dans un quartier où il y avait
pas d'eau potable dans les maisons. Donc il fallait aller à la borne fontaine publique pour chercher de l'eau. Et à l'époque, il y avait de grands slogans, mais c'était quand même c'était en 1987. Et le grand slogan de l'époque, c'était l'eau potable et la santé pour tous en l'an 2000. On pensait que l'an 2000, c'était... Ça n'allait peut-être jamais venir, donc on se disait qu'en l'an 2000, tout aurait changé. Et donc, moi, j'ai commencé à faire ce travail en questionnant cette place de l'eau. Parce qu'un médecin que j'ai rencontré, il était même infirmier, il m'a dit que 2 maladies sur 3 venaient de l'eau. Et donc, je me suis dit, mais si 2 maladies sur 3 viennent de l'eau, donc si on résout le problème d'eau, les gens auront une bonne santé, donc ça fait... Et les gens pourront faire des choses. Donc, l'eau potable était une priorité, en fait. Mais en même temps, on se rend compte qu'après les indépendances, ce n'est pas l'apport en eau potable qui est privilégié, c'est l'électrification, c'est la puissance, c'est le barrage des DA, c'est des choses assez colossales, mais qui ne résolvent pas les questions de santé des gens, en fait. Donc, en fait, c'est comme si on avait mis de côté ou négligé le bien-être des Camerounais qui allait pouvoir permettre le développement pour plutôt se consacrer à ce qui apportait l'énergie à toutes ces sociétés qui étaient là pour extraire, exploiter le pays. Donc l'eau de misère pose la question du cycle, du cercle vicieux qu'on retrouvait dans des quartiers comme Vogada, où comme il n'y avait pas d'eau potable dans les maisons, souvent les gens creusaient des puits. Mais quand ils creusaient des puits, ils creusaient les latrines derrière leur maison. Et la maison de derrière, son puits était devant la maison. Donc, on avait tout un espace avec les maisons un peu enchevêtrées les unes aux autres, où celui qui avait son puits devant, c'était l'arrière des latrines d'un autre. Bref, toute la nappe phréatique était certainement complètement polluée. Et donc, les gens qui vivaient là consommaient, même s'ils prenaient des précautions, parfois cette eau qui était polluée. Ils étaient malades, leurs enfants étaient malades. Ils allaient à l'hôpital, ils se faisaient soigner. Et comme ils revenaient dans le même environnement, ils redevenaient malades. Donc c'était un cercle vicieux qui tournait, qui continuait perpétuellement. Et leurs enfants, qui étaient souvent malades, avaient une mauvaise scolarité. Donc ils n'avaient pas vraiment d'espoir de sortir de ce quartier parce qu'ils n'auraient pas fait de bonnes études. Et donc on se retrouvait avec un cercle vicieux sanitaire qui créait un cercle vicieux social qui faisait que moi, en faisant ce film, j'espérais briser ce double cercle vicieux pour amener les gens à prendre conscience de l'importance de l'eau et de la santé dans la cité. Au fil des années, quand vous évoluez dans votre métier, en fait, on voit que vous avez envie vraiment de vous exprimer. C'est pour ça que vous démarrez en fait avec un long métrage. En fait, à partir de 90, en fait, vous signez limite la fin en fait des courts métrages avec Dernier Voyage. Car en fait, après 91, il me semble, avec Mr Foot, il n'y en a plus des courts-métrages. Vous en avez fait. Vous avez non, mais Bikuti Water Blues, c'est un long métrage. Bikuti Water Blues, c'est un film qui fait presque 90 minutes et qui a d'ailleurs comme protagonistes principaux Zanzibar, le guitariste des Têtes Brûlées. Parce que j'avais pris la question vraiment à bras le corps en trouvant un technicien sanitaire, un animateur de radio et un musicien qui se faisait déjà ça avant que Band Aid n'existe. J'ai trouvé un musicien qui était un musicien à la fois charismatique et tout ça, qui devait jouer le rôle dans le film, de manière à attirer vraiment l'attention sur cette question. Donc c'était déjà mon tout premier long métrage, c'était Bikuti Water Blues en 1988. Et après j'ai fait plusieurs courts métrages, j'ai fait Le Dernier Voyage, qui était un film aussi sur la sensibilisation, sur l'utilisation de ces médicaments qu'on retrouve au bord de la route. Et j'ai fait aussi Mr Foot, qui était un petit documentaire commandité par les Anglais pour parler de la situation du football camerounais en 1991. Et tout ça pour préparer mon grand film qui s'intitule Afrique, je te plumerai, oui. en 1992. On vous sent très engagé. Est-ce que vous diriez que vous êtes un activiste avec cette téno? Non, je suis un Africain conscient. Ça veut dire que je ne vis pas avec des œillères. Quand j'ai bien mangé, bien bu, la vie ne s'arrête pas. Je regarde autour de moi et j'essaie de réfléchir et de questionner un certain nombre de choses. Et si vous pensez que je suis un engagé ou si je fais du cinéma militant, pourquoi pas? Mais en même temps, est-ce qu'on peut être africain et ne pas faire un cinéma qui est militant? Ça veut dire qu'on est un Africain inconscient.
Ah bon? Ah oui, Il y a bien sûr. d'autres problématiques aussi qu'on peut aborder, autres que celles de nos origines ou de l'Afrique. Ah oui, On peut être engagé autrement. Mais oui, bien sûr, en faisant des comédies grivoises, en parlant toujours des mêmes choses. Bien sûr, c'est une façon, mais en plus, on gagne de l'argent avec ça et puis on a le sentiment qu'on est important. Mais bien sûr, on peut tout le Justement, monde. vous disiez que vous faites en fait de la fiction de temps en temps, en fait, Oui, pour oui. pouvoir subvenir en fait à vos besoins. Est-ce que le documentaire aujourd'hui Oui. rémunère plus qu'avant? Est-ce que vous avez vraiment construit votre vie par rapport à vos revenus liés au documentaire ou finalement ça peine encore à nourrir son homme aujourd'hui? Ah, La ben question. justement, en fait, si on regarde bien, Hmm. depuis quelque temps, je me rends compte que quand on atteint mon âge, en fait, Oui. plus on mange, plus on ne se sent pas bien. Donc, à force de manger, tu vois, de manger, on ne fait que multiplier les problèmes parce que son corps, en fait, peut-être, n'a pas besoin de tout ce que les gens mangent. Donc, on a peut-être besoin de manger juste très peu, de boire très peu. On a besoin d'être frugal, on a besoin de faire de l'exercice, on a besoin de rire, on a besoin d'être. Oui, on n'a pas besoin de tellement manger. Or, à côté de moi, il y a des gens qui, pour montrer leur richesse et leur succès, la manière dont ils ont réussi dans la vie, mangent pas 3 repas, 4 repas, 5 repas par jour et on les voit dans toute leur obésité, dans toute leur Qu'est-ce que vous voulez nous suffisance. dire par là, Monsieur Thénault? Je veux vous dire que la seule chose dans la vie, ce n'est pas seulement de se goinfrer constamment, mais c'est aussi de nourrir son esprit, de regarder autour de soi, de ne pas seulement passer son temps à penser que pour nourrir son homme, il faut quoi? Il y a des gens, quand ils ont 5 maisons, ça ne leur suffit pas. Ça suffit jamais. Il en faut 10. Oui. Et quand ils en ont 10, il en faut 20. Quand ils en ont, il faut 15 voitures. Et après, ben, il n'y a pas de route pour rouler avec ces voitures. Il n'y a pas. Bref, je me dis que on place ses valeurs là où on peut. Donc moi, est-ce que le cinéma nourrit son homme? J'ai le sentiment que la nourriture n'est pas seulement la nourriture matérielle, Oui. La nourriture spirituelle aussi Oui. est importante, sans forcément que je sois religieux. Et je pense que la philosophie est quand même beaucoup plus agréable que beaucoup de ces religions. Justement, vous appartenez à une religion en particulier ou... Oui, j'appartiens à la religion première, la religion de nos ancêtres. Je suis animiste, je crois dans le culte de la terre, je crois dans la terre. Comme chez nous, ça se dit d'ailleurs si, comme Dieu, donc voilà, c'est ça la seule religion que je pratique. Et aujourd'hui, est-ce que vous diriez, parce qu'en fait, votre dernière production, c'était en 2015, toujours en documentaire, hein, Le futur dans le rétro, au Ghana. Et pourquoi vous le situez en 2015? Ça me paraît curieux, c'est 2018, presque 2018 2019. Ouais, Ah. ouais, c'est un film qui a pris beaucoup de temps à se faire, pour plusieurs raisons. Ouais. Ça a pris beaucoup de temps à se faire. Mais du coup, après 2018, il n'y a plus... Il n'y a plus rien pour le moment. Oui, mais parce qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes à la retraite, Monsieur Thénault? Oui, je suis un retraité, mais en même temps un retraité très actif. Depuis 2017, j'ai lancé Patrimoine Héritage. Justement, ça nous me allons en ça parler. me prend beaucoup de temps, donc je suis presque aussi actif que... Je suis même peut-être plus actif que je ne l'étais avant. Et l'enseignement aussi, parce qu'au Niger, à Niamey, j'interviens aussi dans le master à Niamey. J'interviens au Cameroun dans le master de cinéma pro. Et puis j'ai aussi Patrimoine Héritage que je fais. Justement, ça vous occupe beaucoup parce que ça fait 5 ans déjà. Aujourd'hui même, nous sommes dans le cadre justement d'un atelier Patrimoine et Héritage, 5e édition déjà. En fait, il s'agit de tout simplement chaque année en fait. Vous retenez quelques étudiants, stagiaires, que vous allez loger, nourrir, vous prenez soin d'eux, vous les encadrez de telle façon à ce qu'ils puissent développer leur sujet qu'ils ont choisi sur une thématique postcoloniale en fait. Les conséquences, c'est bien cela. Et bon, qu'est-ce que ça vous fait quand vous dites 5 ans? Tout de même. Oui, ça fait Certes, 5 ans. vous avez arrêté le documentaire, mais c'est vrai que c'est un projet qui occupe et qu'est-ce que vous ressentez? Mais je n'ai pas arrêté le documentaire. Oui. En fait, en organisant Patrimoine Héritage, Oui. je transmets déjà mon expérience documentaire, mais en même temps,
je produis quelques-uns des films que je fais aussi. Je les produis d'ailleurs tous, puisque dans le cadre de la série, c'est moi qui suis le producteur. Mais après, il y a des films que j'accompagne plus particulièrement encore. Donc ça fait que, même si je ne suis pas en train de réaliser directement, ce que je n'ai pas arrêté, puisque j'ai plusieurs projets qui sont en route aussi. Il y a d'ailleurs un documentaire qui a très bien marché à l'international, sélectionné pour plusieurs festivals au Canada, à La Réunion, Lille. Il s'agit du documentaire de M. Fotso qui a très bien marché. Ça s'appelle les restes d'une frontière. Ah, voilà. oui, oui, que oui, justement oui, vous avez oui. produit, vous parlez de ça, que vous produisiez encore des documentaires aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique le succès? C'est le thème? Oui, non seulement c'est le thème, mais c'est aussi Oui. qu'il y a un réalisateur qui est un peu têtu et obstiné, mais qu'on a réussi quand même à discipliner un petit peu. Non, mais bon, qu'on a pu accompagner, parce que si on le laissait faire, mais il aurait fait les restes de toutes les frontières du monde, quoi. Mais on l'a cadré, mais il a fait du très bon travail, et c'était vraiment une très belle idée, et puis il a été persistant, il a continué. Il n'est pas le seul, hein. Il y a Steve Biko aussi qui avait été retenu au festival du Cours au Kef en Tunisie. Absolument. Ça commence à faire du monde là, hein, Monsieur Thénault. Oui, ça commence à faire une relève. Oui. On espère voir leur nouvelle production aussi, quoi, parce que c'est aussi bien qu'on leur a mis les pieds à l'étrier. On aimerait les voir éclore, les voir continuer de faire des films. Sans parler de Sama Midred. Ah, aussi. Mildred, oui, elle qui apparaît Une partout. femme. Voilà. Et puis aussi à Fawn Quinter, qui est maintenant la présentatrice de Mediatou. Et elle est une des présentatrices à Mediatou Africa. Et donc il y a quand même quelques personnes qui continuent. Et puis on est en train de produire un long métrage justement d'une des stagiaires qui s'appelle Daris Malabon, à partir de l'expérience de cette usine à Tchang. Une usine. Une usine qui a été construite en 1955 et 1960, qui n'a fonctionné que 5 ans et qui produisait de la quinine. Et la production était arrêtée justement juste après les indépendances. Après les indépendances. Il y a une œuvre dont j'aimerais bien qu'on parle. Oui. Clan 2, l'une de vos meilleures œuvres de fiction, sortie en 96. Oui, Clando, c'est effectivement ma meilleure œuvre de fiction, parce que c'est la seule. On parlait de justement la gifle et la caresse. Certains considèrent comme en fait, bon, il y a débat sur le type. C'était un court métrage, la gifle et la caresse. Mais Clando, c'est un long métrage. Un long métrage qui se passe à Douala, de fiction, qui se passe à Douala, et qui se passe juste peu de temps après les villes mortes. Donc c'est un film qui relate un peu toute la violence de cette période, le contexte politique, les revendications et aussi surtout les violences policières contre les gens. Et c'est l'histoire d'un jeune homme parce qu'il laisse les jeunes utiliser son matériel informatique pour faire des tracts. La police politique lui tombe dessus, il passe du temps en prison. Et ça c'est avant les élections. Et donc quand il sort de prison, il n'a plus de boulot. Il va en Europe maintenant pour acheter des voitures, pour se lancer dans une entreprise de taxi, comme ça. Et quand il fait en Europe, il fait la rencontre d'une jeune Allemande qui, elle, est très politiquement engagée, très militante, qui n'arrive pas à comprendre que les gens acceptent de vivre en dictature et n'arrêtent pas de le pousser à se raconter et à se questionner, quoi. Donc, les gens vont en Europe toujours pour ramener des biens matériels. Cette fois-ci, il est parti pour ramener des germes de la révolution tant attendue. Et qui n'a jamais eu lieu, d'ailleurs, malheureusement. Est-ce que, en fait, vous vous racontez à travers ce personnage? Vous auriez aimé être à la place? Il y a toujours une part d'autobiographie dans la fiction, mais en même temps, c'est vrai que quand on a une vie qui est celle qu'on a, parfois on raconte la vie qu'on aurait aimé avoir. Et puis en même temps, l'idée de se réfugier dans la fiction nous permet aussi tout d'un coup de sublimer ce réel qui ne convient pas ou qui ne correspond pas toujours à ce qu'on attendait, quoi. Oui, il y a aussi un essai que vous avez fait en mars 2020. Là, c'est assez lourd, hein, la thématique, parce que ça replace, on va dire, vos œuvres. On parlait de vos œuvres, mais bon, vous parlez du contexte cinématographique général. À l'époque, vous avez réalisé ces œuvres-là, mais aussi le contexte sociopolitique. Vous avez même écrit ce livre, en fait, enfin, avec Melissa Takwe, Real Resistance. Oui, le cinéma de Jean-Marie Thénault. En anglais, oui.
Oui, le titre du livre, c'est Real Resistance, le cinéma de Jean-Marie Thénault. En fait, en faisant les films comme ceux que je fais, parce que quand on regarde les films que j'ai faits, c'est presque une radioscopie de la société camerounaise. Mais comme parfois les gens ne décodaient pas toujours, l'idée m'était venue et je sentais le besoin d'écrire un livre pour aller un peu plus loin dans la réflexion par rapport au travail cinématographique, visuel que j'avais fait. Et en rencontrant Mélissa qui est enseignante, qui enseigne le cinéma et qui aussi avait déjà écrit... Africulture aussi, qui fait des recherches très poussées sur l'Afrique. Tout à fait. Donc comme elle voulait faire un travail aussi sur moi, on s'est dit qu'on allait faire un livre à 4 mains où il y aurait une universitaire et un cinéaste qui se mettraient ensemble pour décortiquer le travail du cinéaste. Et c'est ainsi que Real Resistance... Monsieur Thénault, dites-moi, vous écrivez dans vos productions, vous êtes producteur, réalisateur, scénariste, directeur photo, monteur. Vous êtes autodidacte en fait, parce que ça, vous n'avez pas tout appris à l'école. Mais on a appris en faisant beaucoup de choses. Et puis c'est vrai que j'ai vécu à une époque aussi où il n'y avait pas tous ces tutoriels, où on ne pouvait pas tout faire comme maintenant. Mais j'ai appris par la force des choses et par l'expérience. Et comme c'est des choses que j'aimais, j'ai continué à progresser. Maintenant, j'ai beaucoup de mal à trouver toutes les solutions à travers les nouveaux logiciels. Mais au moins, je sais monter, mais je ne sais pas forcément utiliser Adobe Premiere Pro complètement. Mais si j'ai quelqu'un à côté de moi qui sait le faire, on peut monter tous les films possibles avec ça, quoi. Et puis le montage, c'est pas seulement savoir utiliser un logiciel. C'est raconter une histoire. Comment raconter une histoire. C'est artistique, ce n'est pas que technique. Voilà, et c'est ce que j'essaie de faire aussi dans cet atelier, montrer aux gens comment construire, concevoir et raconter une histoire. Et quelle est votre plus grande réussite? Ma plus grande réussite. La transmission, justement, à travers patrimoine et héritage? Non, mais ma plus grande réussite est celle que je vais faire. Parce que pour le moment, je ne suis pas encore tout à fait satisfait et j'espère. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je regarde demain et je me dis toujours que je ferai mieux. Et je vais essayer de faire encore mieux. Et votre regret? Mon regret? Mon regret. J'ai plusieurs. J'ai énormément de regrets. Je suis passé à côté parfois de personnes que je n'ai pas compris au moment où je les côtoyais. Et qui, un beau jour, n'étaient plus là. Et en fait, il y a une chose à laquelle je pense parfois. Je me dis que la vie, c'est un peu comme si c'était une répétition. On a envie de revenir une deuxième fois en sachant tout ce qu'on sait pour la recommencer déjà en étant préparé. Mais bon, ça n'arrive jamais. Et c'est frustrant, ça, pour vous? C'est pas que c'est frustrant, mais je le prends avec philosophie. C'est ça la vie. Après tout, on est là. Peut-être que je reviendrai sous une autre forme. Peut-être que je serai une femme dans la prochaine vie. Ah oui, rappelant que M. Thénault est plutôt lié à la culture, traditionnellement. C'est ça votre religion. Voilà. Oui, donc on comprend mieux cette histoire de réincarnation. Voilà, on peut revenir. Et donc, tous ces gens qui sont tellement machos, tellement imbus de leur puissance phallique, masculine, ils doivent aussi par moments se poser des questions. Dans une prochaine vie, s'ils reviennent en tant que femme, ils vont faire comment? Ils vont refuser la vie qu'on leur offre. Et là, il s'agissait du côté professionnel. Et votre vie personnelle, nous savons que vous avez des enfants, une fille, un garçon. 2 garçons. 2 garçons. Que je connais. Ah bon? Oui, parce que il y en a peut-être que je ne connais pas. Parce qu'on a vécu à une époque quand même, notre jeunesse était l'époque où le préservatif n'était pas... Justement, parlons de jeunesse. À cette époque-là, nous connaissons les Parisiennes frivoles, indépendantes, sûres d'elles. Est-ce que vous étiez un tombeur de ces dames? Pas vraiment, j'étais plutôt timide. Et ça, c'est quand j'étais au FESPACO en 1983. Et c'était avec mon petit appareil photo, mon Nicormat, que j'ai toujours pour Boana. Boana, justement. Voilà, que j'ai toujours. Et j'avais un petit magnétophone UR avec lequel j'ai fait des interviews de gens comme Semben Ousmane, Souleymane Sissé. C'était ma toute première fois au FESPACO. Et M. Thénault est un cœur à prendre, encore ou pas? Ah oui, encore. Et même un cœur vraiment
apprendre. Il faut faire vite parce que le temps passe. À bon entendeur. Oui, à bon entendeur, salut. Et une autre photo, Oui. Ah oui, ça c'était... Festival de Cannes. Festival de Cannes avec David Quelle Pierre année? Fila. Je ne peux pas dire. C'est qu'il y a David Pierre, il y a Semben Ousmane, il y a plusieurs... Il y a Raoul Peck là-bas au fond, Flora Gomez. Oui, je n'ai pas la moindre idée de l'année. Hein. Quand je vois cette photo, M. Thénault, il y a une question qui est dans mon esprit. Est-ce qu'à l'époque, quelle est la différence en fait sur la place du cinéma africain à Cannes Oui. à l'époque et maintenant? Est-ce que le cinéma africain fait de la figuration simplement ou bien ils nous ont vraiment intégrés en tant que tels? Qu'est-ce que vous diriez en fait, voilà, les différences entre à l'époque et maintenant? Et maintenant, en disant que on parle du Festival de Cannes, Oui. et on en parle beaucoup. Mhm. Mais les gens, en fait, ne savent pas que le Festival de Cannes est complètement financé par le ministère des Affaires étrangères français et le ministère de la Culture. Mhm. Donc c'est un instrument de diplomatie pour la diplomatie française. Il a réussi à se donner une aura incroyable. Et dans cet outil de diplomatie, comme la France était toujours très présente en Afrique, il fallait à un moment donner toujours une place à l'Afrique. Une place parfois qui n'était pas forcément méritée en termes de production, de qualité des œuvres qui étaient montrées. Mais aussi, il y a eu aussi des moments de très grands cinéastes qui sont passés par Cannes et qui ont fait des œuvres magnifiques. Donc, dire qu'on fait de la figuration, de toute façon, le Festival de Cannes, il y a un comité de sélection et qui répond à des enjeux qui sont au-delà des enjeux esthétiques. Il y a aussi beaucoup d'enjeux Justement, stratégiques, est-ce qu'ils politiques. intègrent, ils sélectionnent des films originaires d'Afrique parce Oui. qu'il faut juste, comme vous dites, remplir la case ou bien vraiment ils considèrent que ce cinéma-là vaut le coup d'être regardé, découvert dans le monde entier? C'est ça la question. Mais là, il faudrait leur poser la question à eux. Parce que moi, à ce que je vois, Oui. les sélections sont opaques. Personne ne dit pourquoi on choisit tel ou tel film. Ils arrivent, ils apparaissent. Et c'est bon. Et c'est vrai qu'ils ont intégré depuis quelque temps beaucoup de Français d'origine africaine dans différents comités de sélection. Et c'est d'ailleurs souvent des femmes métisses ou plutôt que... Ou alors oui, il y a aussi des femmes noires, c'est vrai. Justement, M. Thénault, quel est votre style de femme? Peau ébène, claire, Peau ébène, naturelle, nappie. cheveux naturels, Voilà. Et grande, menue. Je n'ai aucune préférence de ce Parce que côté. vous avez lancé un appel tout à l'heure. Il faudrait quand même que les prétendantes puissent savoir si elles peuvent décrocher votre cœur. Mais d'abord, c'est le sourire. Et puis aussi, bien sûr, bon. Non, mais les aspects physiques ne sont pas les plus déterminants. Oui, vous êtes attaché au spirituel, vous l'avez dit. Oui, au spirituel. Oui. Bon, c'est vrai que si elles sont belles à regarder, c'est aussi un plus, mais ce n'est pas la seule chose. Est-ce que vous aimeriez rencontrer une partenaire qui évolue dans votre domaine? Je l'ai souvent fait et ça n'a pas toujours été avec beaucoup de réussite. Peut-être que c'est même mieux de rencontrer quelqu'un qui est dans un domaine différent où on peut avoir des conversations sur d'autres choses que par rapport au cinéma. Parce que quand les gens évoluent dans le domaine, les gens finissent malgré tout par être en rivalité parce qu'il y a une forme de passion qui fait qu'on a envie de donner tellement à son métier que l'autre personne a tendance à penser qu'on ne s'occupe pas assez d'elle. Et puis je vous retourne la question. Elodie, et vous alors, êtes-vous encore à prendre? Nous vous remercions, Monsieur Jean-Marie Thénault, pour cette interview, Oui, donc cet entretien plus précisément, au fil de vos œuvres, votre vie. Bon, nous n'avons pas pu tout aborder parce que le temps faisant. Oui. Oui, mais bon, nous avons quand même pu parler de certaines œuvres marquantes. Votre actualité, parce que bon, il y a Patrimoine et Héritage, Ouais. où nous sommes actuellement. Ça se déroule ici même à Yaoundé. Oui. Mais ensuite, quelle est votre prochaine destination? Vous avez dit vouloir rester plus au pays, ici, Oui. au Cameroun. Quel est le prochain projet de M. Jean-Marie Thénault? Ça va être, je crois, de la production
Parce que dans les projets que nous avons cette année, dans Patrimoine et Héritage, il y a quelques projets qui sont Oui, il y a des projets assez lourds et assez Oui, oui. conséquents que j'aimerais mener à bien parce que c'est des films qui sont... Notamment, qui il y a un méritent. film qui parle d'une route qui aurait été construite par les Allemands dans le nord du pays. Oui, c'est celui-là qui vous a frappé. Oui, et également celui sur la prison de Marois. Ce sont Oui. des sujets sensibles parce qu'en prison, on retrouve aussi des femmes. Et bon, je ne suis pas féministe, mais ma foi, ça Ah me bon, vous n'êtes touche. pas féministe? Pas vraiment. Ah mon Dieu, mais comment peut-on être une femme et ne pas être féministe? Bon, ça sera un autre débat. À bientôt.